Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Les vacances sont déjà derrière nous et derrière vous et la rentrée se profile. Qui vais-je recevoir aujourd'hui? Merci au numérique. Jean-Pierre Alali, dois-je le présenter? Alors, on va d'abord commencer par dire bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors Jean-Pierre, je suis bien embêtée parce que je ne sais pas si je dois te présenter. Ça serait honteux de dire qu'il faut encore présenter Jean-Pierre. C'est jamais inutile. Bien, alors je dois rappeler que Jean-Pierre est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont une quinzaine porte sur les Juifs de Tunisie. Et pourquoi est-ce que je souhaite lui donner la parole aujourd'hui? Car dans le travail de devoir de mémoire, nous aimerions, Jean-Pierre et moi, revenir sur un excellent livre qui est paru aux éditions Glyph, Les Juifs de Tunisie sous la botte allemande. Alors Jean-Pierre, je souhaiterais commencer par lire un petit paragraphe de la préface d'Elie Wiesel qui dit « Il faut lire cet ouvrage remarquable, il comble des lacunes, il nous permet d'élargir notre propre horizon entouré de ténèbres et d'ouvrir notre mémoire pour accueillir des frères et des sœurs que le même ennemi avait condamnés à souffrir et à mourir sans laisser de traces. Une contribution importante à l'histoire du XXe siècle. » Je trouve que cette préface est très belle. Merci de le rappeler parce que mon très cher Elie Wiesel, comme on le sait, a disparu récemment. Et je me souviens quand je lui ai demandé une préface pour mon livre, il l'avait déjà accepté pour un autre livre. Il m'avait dit « Jean-Pierre, je suis vraiment malade, mais pour toi, je vais te faire une préface. » Et donc il a accepté, malgré son état qui était déjà sérieux, de faire cette préface. Et c'est une bonne occasion de lui rendre hommage. Tout en tout à cas, fait. pour ce qui est de la Tunisie, je crois que c'est important de le garder en mémoire, même si la Tunisie n'a été occupée que pendant 6 mois. Les dates officielles, c'est du 13 novembre 1942 au 7 mai 1943. Malgré cette courte période, il s'est passé des choses. Il y a eu des drames, il y a eu des actes de courage, il y a eu des actes de résistance. Et même si ça n'a rien de comparable avec l'occupation allemande de l'Europe, qui a été bien plus grave, je crois qu'il faut le rappeler, notamment parce qu'il y a eu une incidence grave sur la population juive de ce pays. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais rappeler l'existence de cette communauté millénaire en Tunisie? Oui, la communauté juive de Tunisie, qui hélas aujourd'hui arrive à sa plus simple expression, puisqu'il ne reste plus en Tunisie qu'un millier de juifs, a connu, a été d'abord très ancienne. Elle est antérieure à l'arrivée des Arabes dans ce pays. C'est une communauté dont on suppose qu'elle est venue à la suite de la destruction du temple de Jérusalem. Bon, il y a des discussions d'historiens avant, après, etc. Mais elle est très ancienne. Elle s'est établie sur de très nombreuses villes et pas seulement Tunis. Et peu avant l'indépendance du pays, en gros, il y avait 100 à 120 000 personnes, ce qui est une communauté quand même très importante, en plus très dynamique, une communauté qui était active dans tous les domaines, et notamment dans le domaine culturel, dans le domaine des arts, du journalisme. Le nombre de médecins juifs de Tunisie ne se compte plus, et il y a eu vraiment de très grands noms dans le monde culturel, cinéma, tout ce qu'on veut. On ne va pas faire une énumération, mais la communauté juive de Tunisie, c'est quand même, on dit les thunes, c'est quand même une communauté qui a compté dans l'histoire du monde. Alors, Jean-Pierre Alali, revenons à la période qui nous intéresse. Pourrais-tu nous dresser un petit tableau de Vichy et Tunis et l'invasion allemande, bien sûr? Absolument, mais d'abord, une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'avant cette invasion allemande, qui d'un point de vue géostratégique s'est faite peut-être d'une manière inattendue, les Allemands qu'on attendait ailleurs, qui commençaient d'ailleurs à être dans une mauvaise passe à l'échelle de la guerre, ont débarqué en Tunisie alors qu'on ne les attendait pas.
Mais en fait, voilà, ils ont tout d'un coup débarqué, enfin c'est des avions en fait, hein, plusieurs milliers de personnes, d'ailleurs on l'oublie, ce sont également des Italiens qui sont venus, puisque l'Italie est associée à l'Allemagne, mais ce qu'on oublie, c'est qu'avant cette invasion allemande, les fameuses lois de Vichy ont été appliquées à la Tunisie avant l'invasion allemande. Et il s'est trouvé de très nombreux juifs qui ont perdu leur emploi, un peu comme ça s'est passé en France, c'est-à-dire il y a eu un statut des juifs en somme, et beaucoup de juifs dans certains métiers n'ont pas pu garder leur emploi dans des métiers comme avocat, etc. Donc le statut des juifs a d'abord été appliqué avant que ça s'aggrave avec l'arrivée réelle des Allemands et, disons, l'instauration d'un chef des Allemands en Tunisie qui s'est arrangé, disons, pour voir ce qu'on pouvait faire avec ces juifs de Tunisie, comment les utiliser, comment leur imposer le travail obligatoire, des amendes, etc. Une époque où le B était Monsef B et le résident général était l'amiral Jean-Pierre Esteva. Alors justement, pourrais-tu nous rappeler exactement ce qui s'est passé? Parce que l'attitude des Bellical n'a pas été aussi généreuse qu'on le pense ou qu'on le dit vis-à-vis de la communauté juive. Et ça serait important que tu dresses un petit tableau de l'action de l'amiral Esteva. Esteva, je dis dans mon livre que c'était un Janus bifrons, c'est-à-dire un personnage à deux facettes. C'était un pétainiste convaincu, ça c'est sûr et certain, mais néanmoins il a accepté de recevoir les responsables de la communauté, il a écouté leurs doléances, en leur disant « mes amis, je compatis, priez ». Il leur disait « priez, priez, c'est important de prier ». Lui, c'était un catholique fervent. « Priez, mes amis », etc. Mais il n'a pas fait, si je puis dire, grand-chose pour essayer d'améliorer le sort des Juifs de Tunisie qui sont venus à lui. Mais bon, il n'a pas été non plus un grand méchant loup, si je puis dire, mais il n'a pas fait d'effort. Voilà. Et le B Et le B, Jean-Pierre? Alors le B, c'est un problème général dans l'histoire du monde à cette époque. Vous savez, je rappelle dans mon livre les fantaisies qui règnent dans la mémoire des gens. Notamment, c'était le fameux roi du Danemark, dont on dit que quand il y a eu l'occupation, il est descendu à cheval, avec une Magen David, etc. Ce sont des légendes, si vous voulez. Alors, pour ce qui est de l'attitude des autorités bellicales, que ce soit le B ou les ministres, etc., il y a eu du bon et du moins bon, mais dans l'ensemble, ça a été un peu comme pour Esteva, c'est-à-dire recevoir la communauté, leur dire qu'on est à côté d'eux, qu'on les aime, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment... le problème s'est posé également avec le roi du Maroc, dont certains dirigeants israéliens voulaient qu'il obtienne la fameuse médaille des justes. Mais vous savez, quand on enquête et qu'on ne trouve rien de tangible, on ne peut pas attribuer la médaille. La médaille, elle est vraiment donnée à des gens qui ont fait quelque chose de tangible. Et là, on peut dire que bien qu'il y a eu alors il y a eu des personnes qui ont été vraiment franchement hostiles aux Juifs, hein, mais il y a eu également, aussi bien au niveau du B que des ministres, des personnes qui ont été sympathiques, si je puis dire, mais sans plus. Il n'y a pas eu de gens qui ont vraiment mouillé leur chemise et fait des actions d'éclat. Donc voilà ce qu'on peut dire en résumé. Excepté deux familles tunisiennes. On m'a parlé de ces familles. Moi, ce qui me pose problème toujours, c'est, je crois que c'était pas à Tunis, mais dans une ville à Grombalia. Et ce qui me pose un problème, c'est que l'Institut Yad Vashem, donc de Jérusalem, qui est attribué à reconnaître les mérites des uns et des autres,
n'a pas réussi, pour le moment en tous les cas, à trouver des éléments qui permettent d'attribuer cette fameuse médaille des justes. D'ailleurs, quand on fait la liste, je crois qu'il doit y avoir aujourd'hui une trentaine de milliers de médailles de justes. Il y a eu beaucoup de musulmans qui ont eu cette médaille, notamment le consul turc Salaheddin Ülkümen. Et il y a eu des consuls turcs également à Marseille qui distribuaient à tour de bras des visas, des faux visas, etc. Ceux-là ont eu la médaille des justes, mais il n'y avait jusqu'à présent aucun arabe qui ait obtenu la médaille des justes. Et finalement, in fine, on en a trouvé un. C'est un médecin du Caire qui habitait à l'époque à Berlin, et en tant que médecin, il a caché les juifs. Il a obtenu la médaille des juifs, c'est le seul arabe qui ait obtenu cette médaille, et à notre grand étonnement, la famille, parce qu'il est mort aujourd'hui, la famille a refusé la médaille en disant nous ne voulons rien qui vienne de l'État d'Israël. Dommage. Vous voyez, le seul arabe qui a obtenu la médaille des justes a été refusé. Donc c'est triste temps, si vous voulez. Mais en tous les cas, pour ce qui est de la Tunisie, si incontestablement on signale des attitudes honorables de certaines familles comme celles qui viennent d'être évoquées, le tampon, la cache-route, si je puis dire, qui est obtenu avec la médaille des justes, pour le moment, n'a pas été attribué à des Tunisiens. Alors, Jean-Pierre, nous allons parler maintenant du dossier le plus important, des victimes. Donc, il faut rappeler quand même le très bon travail du Moël Gaston Guèze. Oui, Gaston Guèze, pratiquement à la Libération, a publié un ouvrage qui fait vraiment référence. D'ailleurs, c'est un titre qui ressemble au mien. Ça s'appelle 6 mois sous la botte. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui ont pris des témoignages, qui ont raconté des choses, parce que s'il n'y avait pas ces gens, on pourrait dire mais c'est quoi ces histoires, on nous raconte des blagues, etc. Et moi-même, dans la même philosophie, je me suis dit qu'il était temps d'aller recueillir le témoignage de gens, parce que les gens commencent à être âgés, et j'ai réuni une soixantaine de témoignages, et vraiment je ne regrette pas de l'avoir fait, car une partie d'entre eux, aujourd'hui, nous ont hélas quittés. Alors Jean-Pierre, si tu pouvais nous parler des premières victimes, entre autres Gilbert Mazouz. Il y a eu des premières victimes, c'est-à-dire quand les Allemands voulaient réunir des Juifs, ils faisaient des sortes de rafles, et les gars étaient conduits les uns derrière les autres, des jeunes gens en général, des jeunes gens qu'on emmenait dans des camps, en somme, pour travailler. C'était du travail bidon, c'est-à-dire on cassait des cailloux pour rien, vraiment pour rien, histoire d'humilier des gens. Et les premières victimes s'appellent Gilbert Mazouz et Haïm Victor Nataf. Ce sont des gens qui ont été tués bêtement. L'un d'entre eux marchait mal parce qu'il avait un appareil orthopédique, et on lui a dit allez, marchez plus vite, ça va pas comme ça. Le gars n'arrivait pas, et il a été abattu bêtement. Et c'est pareil pour Haïm Victor Nataf, et après il y a eu aussi un autre malheureux qui s'appelle Elissa Hadoun. Donc ce sont des gens qu'on a tués un peu bêtement. Je pense aussi à Émile Ababou, qui était prisonnier, travailleur obligatoire à Bizerte, et qui est allé faire pipi. On l'a accusé d'avoir fait des signaux à des avions, et il a été abattu. Donc tout ça, c'est vraiment la méchanceté des nazis telle qu'elle s'est présentée en Europe, et telle qu'elle a agi hélas en Tunisie. Je tiens à rappeler que ce livre est dédié à la mémoire de l'oncle de Jean-Pierre Allali, Simon Allali, qui est décédé au camp de Bizerte. Simon Allali, qui était le frère de ton père. Mon père, mais qui n'a pas été abattu, lui, mais qui est mort sous
sous les bombardements. C'est terrible. Il a fallu récupérer son corps, le laver à l'époque. Mes cousins me racontent ça. Il avait 24 ans. Hein, et c'est terrible. C'est terrible. Il avait la bouche pleine de poussière, de tout ça. Ce sont des moments que m'ont raconté mes cousins absolument terribles. C'était le frère de mon propre père. Alors, Jean-Pierre Allali, un chapitre est consacré aux déportations, parce qu'il y a eu des déportés de Tunisie. Oui, il y a beaucoup d'historiens qui croient qu'il n'y a pas eu de déportation au départ de la Tunisie, ce qui peut se comprendre, parce que aussi bien quand on est en Europe, on peut prendre des trains. On connaît les trains de la mort avec des milliers de gens entassés, etc. La Tunisie, il fallait soit l'avion, soit le bateau. Donc c'est plus compliqué. Mais néanmoins, il y a eu quand même des déportés. Certains sont revenus. Je pense justement à Serge Moiti, le père de Serge Moiti. Vous savez que Serge Moiti, celui que nous connaissons, ne s'appelait pas à sa naissance Serge, s'appelait Henri Moiti. Et il a décidé un jour d'honorer la mémoire de son père et de prendre son propre prénom. Il y en a qui sont revenus. Mais il y en a beaucoup qui sont morts. Moi, je raconte la tragédie des frères Semla. C'est vraiment terrible d'avoir déporté des gens comme ça et qui ont été tués dans des conditions absolument atroces que je relate dans mon livre. Trahi par un Tunisien. Oui, alors là, c'est une histoire horrible. Donc, il s'agit d'un père et de ses deux enfants, donc la famille Semla. Les enfants ont voulu rejoindre les troupes alliées. Le père n'a pas voulu les laisser. Il est allé avec eux. Il a confié son commerce et tous ses biens à un homme de confiance, entre guillemets, un arabe tunisien. Et le gars n'a pas trouvé mieux que non seulement de les dénoncer aux Allemands, ce qui a permis de les arrêter, et il a piqué tous leurs biens. C'est vrai qu'il a été ensuite jugé et arrêté à la libération, mais malheureusement, par la suite, il a fait seulement quelques années de prison. Il a été condamné à mort, hein, enfin à la prison à vie. Mais il a été libéré sous le régime de Bourguiba. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais Frédéric Gasquet, qui est le fils de l'un des trois, l'une des déportés, victimes, oui, raconte cette histoire dans un de ses livres qui s'appelle La lettre à mon père. Et pour information d'ailleurs, je vais prochainement, dans le cadre d'une loge du Bnei Brit qui s'appelle la loge Georges Gershwin, qui est une nouvelle loge, je vais faire une journée consacrée à cette période des Juifs de Tunisie sous la botte allemande, et j'y serai en compagnie justement de Frédéric Gasquet, qui viendra raconter l'histoire de sa famille, et de Jacques Vera, qui présentera son livre L'horizon lumineux. Et Jacques Vera, c'est encore une autre histoire. Lui, il n'avait que 15 ans à l'époque, en Tunisie, c'est peu connu, et il a fait partie de ce qu'on peut appeler la résistance. En fait, il était un jeune espion juif au service des anti-nazis, et ça aussi, c'est des expériences relativement peu connues. Il y a eu des juifs qui ont fait de la résistance sous la botte allemande. Alors, Jean-Pierre Allali, si tu pouvais nous parler de l'histoire de Richard Abel et l'aide du soldat allemand. Alors là, c'est encore une histoire incroyable. Incroyable. Alors, dans mon livre, hein, il y a en somme 3 parties. Il y a une partie historique qui raconte comment ça s'est passé, cette invasion, etc. Il y a la partie témoignage où on a une 60aine de témoignages. Et il y a une partie également avec plusieurs sujets, notamment l'histoire de Young Pérez, le fameux boxeur dont on ignore souvent qu'il était tunisien et qu'il est mort à Auschwitz, même s'il n'a pas été arrêté en Tunisie. Et
parmi les histoires que je raconte, c'est l'histoire d'une série de jeunes juifs, parmi lesquels Louis Béret-Vasse. C'est Louis Béret-Vasse lui-même, qui aujourd'hui est disparu, qui me l'a raconté à l'époque, et je n'en croyais pas mes oreilles. Malgré son nom, Louis Béret-Vasse, c'est un Tunisien, il était d'origine hongroise, car il y avait en Tunisie, on l'oublie souvent, une petite communauté ashkénaze, avec une synagogue ashkénaze qui était du côté de la rue Courbet. Et Monsieur Béret-Vasse m'a raconté comment, avec des amis à lui, ils étaient 5 ou 6, ils ont voulu eux aussi essayer d'aller vers les troupes alliées, et ils ont été arrêtés par les Allemands, mis sous la garde d'un chef de maréchal donc allemand qui s'appelait Richard Abel. Et ce qui est incroyable, c'est que ce Richard Abel ne les a pas maltraités, il les a mis à la corvée de cuisine, etc., jusqu'au jour où un monsieur se présente. Abel comprend tout de suite que c'est la Gestapo, et il va vers les jeunes et il leur dit: écoutez les enfants, vous êtes en danger, ils veulent prendre possession de vous dès demain, et ça veut dire que vous allez mourir. Et les gars disent: mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il dit: voilà, je vais vous donner une carte où je vais marquer les chemins par lesquels vous allez passer et vous allez vous sauver. C'est invraisemblable, c'est un soldat allemand qui propose à des jeunes juifs de contourner la décision de la Gestapo et de les sauver. C'est invraisemblable, et eux n'y croient pas, et ils décident entre eux de lui poser une question qui sera décisive: donnez-nous des armes. Et contre toute attente, il leur donne effectivement un pistolet, et les gars ont été pour cela sauvés. Alors là, Richard Abel, à la Libération, non seulement il avait un petit papier de M. Béret-Vasse sur lequel était marqué « Cet homme est un ami », et il se présentera, car lui il devient à la Libération, il devient en situation délicate. Il peut être arrêté à tout moment. Il va à la famille, dans le logement de la famille Béret-Vasse, et il va être caché par les Béret-Vasse pour qu'il ne soit pas pris par les Américains. Et par la suite, il obtiendra, lui, la fameuse médaille des Justes. Et dans un film que j'ai réalisé avec Marek Alter, qui s'appelle Tzedek les Justes, nous avons justement pris le témoignage de ce Richard Abel que nous avons retrouvé en Allemagne, où il gérait une petite auberge. Aujourd'hui, il est décédé. Mais c'est une très belle histoire. Alors, j'ai presque envie de parler de l'Ariana, parce que pour la plupart des Arianais, si on parle du Koteb Kesraoui, on ne sait pas trop quelle est l'origine, mais Jean-Pierre Alali va vous la rappeler. Eh bien, c'était un monsieur qui s'appelle, je crois, Sauveur Kisraoui, qui a créé cette institution qui était vraiment très, 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 très importante dans la ville dite, enfin la banlieue dite de l'Ariana. Voilà, c'est pas tout à fait en rapport avec... Non, mais pour parler du héros des forces alliées, c'est pour ça que je te parle du Koteb Kisraoui. Ah oui, c'est hein, parce que c'est quand même très particulier. C'est invraisemblable, là aussi, c'est très peu connu. Il y a eu un grand soldat, disons, tunisien, juif tunisien au départ, et il est l'héritier de la famille Kisraoui, et effectivement, aussi bizarre que ça puisse paraître, il a été un héros. D'ailleurs, il s'appelait pas, il avait changé de nom. Il faisait très écossais, en fait. Le nom de René Kisraoui, et lui, il s'est appelé Mac Kisraï. Tout à fait. Et bon, c'est incroyable, ce garçon originaire de l'Ariana, qui était né en 1903, hein, donc c'est une famille qui représente en somme... mais dont l'ancêtre était quand même natif de Glasgow. Pardon? L'ancêtre était natif de Glasgow. Isho Ameni. Oui, effectivement. Hein? Absolument.
Et donc voilà, ce garçon est allé en Grande-Bretagne, il est devenu d'ailleurs sujet britannique, il s'est engagé dans la Royal Army et c'est devenu un héros de la guerre. Il est d'ailleurs mort en Angleterre, hein. Il n'est pas revenu en Tunisie. Et si je disais Louise Anon? Ah, alors là, c'est encore dans la catégorie des héros, si je puis dire. Elle n'est pas connue, hein. Moi, j'ai eu la chance de connaître ici son fils, hein, le docteur Anon. Et elle n'est pas connue, c'est une fille qui a été une héroïne, une avocate, hein. Je crois d'ailleurs que c'est une des premières femmes qui a été avocate. Et elle est native de Souk El Arba et elle a été une résistante. Elle a été déportée d'ailleurs par les Allemands et ça a été une fille vraiment qui a été ce qu'on appelle une résistante, hein, et vraiment une héroïne et dont on ne connaît pas d'ailleurs ce nom comme nom tunisien, c'est relativement rare, Anon, H-A-N-O-N, et pourtant c'est une juive tunisienne qui a été une grande dame. Alors pour terminer sur une note sympathique et un peu rigolote, j'ai envie de demander à Jean-Pierre Alali de nous parler du Banco Secreto. Alors, en traduction, c'est le banc secret. C'est tout à fait personnel. Vous savez, moi, j'ai connu l'occupation allemande, hein, j'avais 3-4 ans. Quand je raconte ça à mes amis, ils me disent « Ouais, mais c'est des choses qu'on t'a racontées, tu peux pas avoir des souvenirs. » Moi, je maintiens vraiment que je me souviens des soldats allemands qui venaient essayer de prendre mon père pour le travail obligatoire. À l'époque, nous habitions à la rue Courbet, mais comme c'était trop dangereux parce que c'était près de ce qu'on appelle la Petite Sicile, le quartier italien qui était bombardé sans arrêt par les Américains. La Piccola Sicilia, oui. Nous avons décidé d'aller habiter chez le frère de ma mère, qui était plus vers la ville arabe, à la rue Sidi Sifiane. Et là, nous étions un peu plus à l'abri, mais néanmoins, les soldats allemands ont commencé à patrouiller à la recherche de juifs. Alors, par prudence, on a caché mon père dans un banco secreto, donc un banc, qui est une sorte de huche dans lequel je ne sais plus ce qu'on mettait, des vêtements, des choses comme ça. Et par prudence, mon père était là, il y avait un petit trou dans le bois pour respirer, et par-dessus on a mis ma grand-mère. Ma grand-mère qui était impotente, pratiquement impossible à déplacer une fois qu'on l'avait mis sur mon père, vous voyez. Et donc quand les Allemands venaient, ma mère faisait un cirque du genre, il n'est pas là, il est parti, il a une maîtresse, n'importe quelle connerie, pour que les Allemands s'en aillent. Ils regardaient un peu partout, ils voyaient ma vieille grand-mère impotente sur un truc, et jamais ils n'auraient pu penser que sous ma grand-mère, il y avait mon père. Et mon père est resté là, on essayait de lui faire passer des choses du mieux possible. Il est resté enfermé dans le banc secret pendant l'occupation allemande. C'est une de nos histoires. J'ai raconté tout ça d'ailleurs dans un de mes romans qui s'appelle Lalou. Et voilà. Tout ceci pour dire également que ta pauvre maman Marcel aurait pu faire du théâtre. Ah ben oui. Hein? Oui. Tout à fait. Alors, je rappelle donc ce livre, on pourrait rester des heures à en parler, mais le temps avance. Merci. Je voudrais remercier Jean-Pierre Alali pour son livre très très documenté et vraiment très agréable aussi à lire alors que le sujet ne l'est pas. Les Juifs de Tunisie sous la botte allemande qui a paru aux éditions Glyph avec une préface d'Elie Wiesel. Merci Jean-Pierre. Merci infiniment. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et spectacle.